Santé, Madame Sermet. Voilà, je vais vous présenter number one flamicovécidose en France. C'est elle qui arrive presque à tout faire. Elle est spécialiste de renommée internationale. Elle est directrice du centre de l'INSERM à Paris. Et dans ce centre, il y a beaucoup de choses qu'elle fait. Centre de recherche sur la mycodilatation des branches et les bronchopathies chroniques. Elle fait aussi de la recherche sur les thérapies ciblées de la mycoviscidose. Et elle est chef de service à l'hôpital Necker, c'est ça? Et là où elle supervise le centre de ressources et des compétences sur la mycoviscidose. Donc, applaudissez, on va apprendre beaucoup d'elle. Merci beaucoup. Moi, je suis très honorée d'être là. Et parce qu'en fait, je me rappelle que j'étais déjà là quand j'étais chef de clinique en 2011, parce que Amal et moi, on a été internes ensemble. On a des très bons souvenirs de malades difficiles. Et elle m'avait invitée à ce moment-là et j'étais venue avec l'équipe pour essayer de former un peu à la kinésithérapie, les kinésithérapeutes marocains et les patients. Monsieur Habib, vous étiez déjà là, je me souviens. Et en fait, en préparant ce topo, j'ai retrouvé mes diapositives déjà de 2011. Donc 13 ans après, je suis extrêmement honorée et puis je suis admirative de comment ça a progressé. Grâce à vous tous, grâce à l'association, grâce aux patients et surtout grâce à votre remarquable énergie et compétence. Donc, on m'a demandé de vous parler de la mucoviscidose à l'ère de la médecine personnalisée. C'est un très vaste sujet, encore mal décrypté. Effectivement, on peut rentrer dans des grandes généralités. Mais je vais essayer de vous expliquer ce qui est fait effectivement en France, mais aussi vous allez voir ce qui pourrait être fait au Maroc avec des moyens assez simples. Donc juste pour remettre en perspective et planter le panorama de l'approche de médecine, de précision plutôt. Du coup, comme l'a dit le professeur Hassani, effectivement, la mucoviscidose est une maladie génétique, mais qui est due à l'absence ou à la dysfonction d'une protéine qui est la protéine CFTR, qui est située à la membrane apicale des épithélias, c'est-à-dire entre l'interface entre le milieu intérieur, qui est le sang ici, et le milieu extérieur, qui est représenté par la lumière bronchique, la lumière intestinale, la lumière pancréatique, la lumière biliaire. Et finalement, maintenant, on sait que CFTR est exprimé aussi dans d'autres tissus comme l'endothélium, l'urothélium ou l'endothélium vasculaire. C'est une protéine absolument clé qui va réguler un certain nombre d'échanges du coup entre le milieu intérieur et le milieu extérieur et qui va jouer aussi un rôle de barrière. C'est une protéine qui a une forme de pore et qui va s'ouvrir et se fermer très régulièrement, des milliers de fois par seconde, pour laisser en particulier passer le chlorure, ce qui va conditionner en particulier l'hydratation des sécrétions muqueuses, l'homéostasie hydrique et, nous le savons, pour l'épithélium pulmonaire, la bonne clairance mucociliaire. Elle régule non seulement la quantité en eau, mais la quantité aussi en un certain nombre de substances et en particulier le bon fonctionnement de toute l'activité bactéricide de ces sécrétions muqueuses, qu'elles soient bronchiques mais aussi intestinales. Donc, si on prend le rôle du poumon, donc cette anomalie génétique génère un défaut de transport ionique qui va déshydrater le liquide de surface et donc va aboutir à la formation de sécrétions extrêmement visqueuses qui collent finalement, comme vous le voyez au tube, qui collent à la paroi bronchique et qui vont du coup empêcher les battements mucociliaires, favoriser du coup la stase du mucus, l'obstruction bronchique, générer initialement, dès les premières heures de vie, une inflammation chronique excessive qui va elle-même renforcer la production de mucus et qui va créer une maladie pulmonaire chronique qui va évoluer pour son propre compte, avec en particulier des infections bactériennes chroniques, notamment à Staphylocoque et à Pseudomonas aeruginosa.
Donc c'est une maladie multisystémique qui va en fait atteindre de nombreux organes qui n'ont rien à voir entre eux a priori, que ce soit les voies aériennes, avec sinusite, polypose chronique, mais aussi évidemment rhinite chronique systématique, mais aussi évidemment le poumon avec une bronchopathie obstructive chronique surinfectée qui n'a rien de spécifique, avec des impactions mucoïdes, un piégeage gazeux et qui va évoluer éventuellement vers des bronchectasies et des atelectasies. La sphère gastro-intestinale avec des déshydratations des sécrétions fécales qui peuvent aboutir à des occlusions, en tout cas à des constipations très opiniâtres. L'atteinte pancréatique avec des obstructions des canalicules biliaires dès la vie fœtale, ce qui va progressivement créer des lésions pancréatiques qui vont détruire le pancréas exocrine, mais également être associé avec une altération très précoce, finalement, du pancréas endocrine et l'association avec des intolérances glucidiques et un diabète, et également moins connu aussi, l'atteinte hépatique systématique avec une bile anormale qui crée des stéatoses et qui peut, dans certains cas, donner des cirrhoses biliaires. La moins connue, c'est l'atteinte des appareils reproductifs avec l'atrésie des canaux déférents. Et nous le savons, ça a été le premier élément qui a été repéré dans cette maladie, l'anomalie de CFTR au niveau des glandes sudorales qui aboutit à une sueur abondante, riche en NaCl. Donc en fait, finalement, juste pour camper le décor, il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui peut se diagnostiquer en anténatal sur un iléus méconial, sur la dilatation des anses intestinales avec des péritonites méconiales, en néonatal sur un iléus méconial ou un ictère cholestatique, mais aussi, évidemment, comme l'a dit Amal, dans le cadre de bronchopneumopathie chronique surinfectée, ou moins connue comme aussi une forme inaugurale de cirrhose biliaire, mais surtout ne pas sous-estimer, y compris chez l'enfant, ce qu'on appelle des formes reliées à CFTR, qui sont des formes monosymptomatiques, qui peuvent s'exprimer chez l'adulte, par exemple, par l'infertilité masculine par absence des canaux déférents, mais chez l'enfant, les dilatations des bronches, dites idiopathiques, des pancréatites récurrentes et également des atteintes rhinosinusiennes chroniques qui peuvent être inaugurales et encore moins connues, des kératodermies palmoplantaires, des enfants qui ont des plis très, très douloureux au niveau des paumes et des plantes lorsqu'ils les mettent dans l'eau. Ce sont des formes qui sont dites reliées à CFTR et qui peuvent secondairement évoluer vers des formes plus classiques. Donc, le critère diagnostique de la mucoviscidose, c'est cette association clinique où, même chez des formes asymptomatiques, lorsqu'il y a un cas de mucoviscidose dans la fratrie ou lorsqu'il y a un dépistage néonatal, une suspicion dès 3 semaines de vie, et l'association d'un critère de dysfonction de CFTR, qui peut être soit l'identification de 2 mutations, de 2 variants sur chaque allèle de CFTR, qui sont associés à une forme pathogène de mucoviscidose, et ou la mise en évidence d'une anomalie fonctionnelle de CFTR. La plus classique, c'est la mise en évidence d'une concentration élevée de chlorure sudorale, au-delà de 60 millimoles par litre, mais également, dans les cas douteux, où on est inférieur à 60, la démonstration par des tests complexes de l'anomalie fonctionnelle de CFTR. Donc il n'y a pas forcément toujours l'obligation d'avoir 2 variants retrouvés pour finalement attribuer les signes cliniques suspectés à une dysfonction de CFTR et faire le diagnostic de mucoviscidose. Donc la révolution qui est en marche depuis une petite dizaine d'années, elle est essentiellement due à la mise en place d'un diagnostic précis sur la meilleure compréhension des diagnostics moléculaires des mutations. Il y a plus de 2500 mutations qui sont maintenant connues et qui sont associées à des formes de mucoviscidose, mais on peut grossièrement les regrouper en 3 grandes classes. Celles qui sont associées à un défaut de synthèse, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas de protéines. Ce sont des mutations qui sont associées soit à des signaux stop, soit à des anomalies de la maturation de l'ARN. Donc, vraiment, il n'y a pas de fabrication de protéines. Lorsqu'on regarde, il y a 0 protéine CFTR qui est fabriquée. C'est à peu près 10% selon, on va dire, les origines ethniques des mutations. Le gros
du lot, ce sont les mutations qui sont associées à un défaut de repliement. La protéine est fabriquée, elle est traduite, l'ARN messager est présent dans le cytoplasme, une protéine est fabriquée par les ribosomes, mais cette protéine comporte des anomalies structurales, en particulier des défauts de repliement, ce qui fait qu'elle est prise en charge et dépistée par le système contrôle qualité de la cellule et va être éliminée, ce qui aboutit donc à très très peu de protéines conservées. Et si cette protéine arrive à son site cible, qui est la membrane, de toute façon, comme elle est mal repliée, elle va en principe mal fonctionner. C'est à peu près 80% des variants, des mutations connues. Et puis, les 10% restants, ce sont des anomalies qui sont associées à une protéine qui est correctement structurée, mais qui va présenter un défaut de fonction. Le canal va moins s'ouvrir, soit parce qu'il n'est plus activable, soit parce qu'il n'est plus perméable ou moins perméable. Et c'est dans ce contexte que finalement, on a pu envisager, d'abord de façon très théorique, puis ensuite sur des lignées cellulaires au laboratoire, des stratégies qui pourraient corriger ces différentes mutations. Ces différents groupes, pour le premier groupe, et je n'en parlerai plus, c'est actuellement encore vraiment au stade du laboratoire. On essaye de corriger soit l'ADN, soit l'ARN par la thérapie génique et maintenant surtout par des éditions d'ARN, de l'ARN messager qui peut être inhalé. Il y a des essais thérapeutiques qui vont commencer très bientôt, mais on n'est pas du tout au stade clinique, on en est encore au stade d'évaluation. La vraie révolution, c'est ce qu'on appelle la thérapie protéique, c'est-à-dire des petites molécules qui vont se lier à la protéine CFTR mal formée ou non fonctionnelle pour essayer de la corriger et de corriger son fonctionnement. Alors, le prototype, ça a été montré sur une mutation qui est associée à un défaut d'ouverture du canal, qui est présent essentiellement dans la population celte, donc c'est 10% en Irlande, mais en France, c'est 2% des patients, donc très peu, mais elle a été vraiment utilisée comme prototype, comme preuve de concept. En fait, la société Vertex, pour ne pas dire son nom, a screené des milliers et des milliers de molécules pour essayer finalement de restaurer l'ouverture de cette protéine. Ici, vous voyez la protéine qui a sa forme canal. Normalement, avec cette mutation G551D, elle ne s'ouvre pas. Eh bien, ils ont trouvé que la 770e molécule screenée, donc de son nom, VX770, Ivacaftor, maintenant non commercial, Calideco, pouvait stabiliser le canal en conformation ouverte. Et de façon très intéressante, ça vaut pour cette mutation et pour un certain nombre d'autres mutations qui partagent ce même mécanisme défaut moléculaire. Donc ça met la protéine en conformation ouverte, le canal en permanence laisse passer des ions, ça a été prouvé au laboratoire et surtout ils ont montré que c'était associé à une restauration de l'hydratation du liquide de surface et surtout des battements ciliaires. Ça, c'était, vous voyez, en 2009, le premier papier, et très rapidement, les essais ont été faits sur ces patients et ont montré clairement que dès le premier mois de vie, les patients prenaient 10% de fonction respiratoire. Nous, le premier patient qui a été inclus dans cette étude, je m'en rappellerai toute ma vie, il est revenu au bout de 15 jours en disant « J'ai craché tous mes crachats, je ne suis plus malade ». Et de fait, cette amélioration persiste, ils ne perdent pas ce gain respiratoire. Le groupe placebo gagne à 1 an de traitement lorsqu'il passe en ouvert le même gain respiratoire et cette amélioration est maintenue maintenant qu'on a à peu près 10 ans de suivi chez ces patients. Et ça vaut chez des patients qui avaient une forme symptomatique, ici, mais aussi chez les enfants qui étaient très peu symptomatiques avec des VEMS de l'ordre de 100% et aussi chez les patients très sévères. Donc c'était une formidable preuve du concept que ce qu'on voyait au laboratoire pouvait se traduire avec un bénéfice en termes de qualité de vie majeur pour les patients. Mais évidemment, tout ça, c'était 5% des patients, donc il y a eu énormément de recherches qui ont été faites
pour les patients qui avaient la mutation la plus fréquente, c'est-à-dire la mutation delta F508, c'est 80% des patients en France, c'est quand même 40% des patients au Maroc. Donc, comment là, le laboratoire a-t-il procédé? En fait, il a montré, pour le faire extrêmement court, que l'association de deux molécules qui s'appellent correctrices, qui par un mécanisme encore très mal connu vont limiter la dégradation de la protéine delta F508 mal repliée, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, va être associé du coup à un bénéfice en termes d'activité de la protéine CFTR, et que surtout, lorsqu'on va associer la molécule dont je viens de vous parler, ivacaftor, qui va maintenir en conformation ouverte cette protéine qui est donc arrivée à la membrane, à son site cible, on va gagner 30 à 40% de fonction de la protéine sur les cellules qui étaient testées. Donc, c'était un espoir formidable. Donc, ça a généré Kaftrio ou Trikafta, l'association de trois molécules, deux qui limitent la dégradation de la protéine, permettent son arrivée à la membrane, et une, le Calideco, qui la force à travailler encore mieux. Donc, il y a eu un certain nombre d'études maintenant, et je vais vous montrer les résultats, ce qu'on a maintenant sur la cohorte française des enfants. La plupart des études ont été publiées sur les adultes. Et donc, en fait, en France, on suit tous ces patients, dans le cas du coup du réseau de CRCM. On suit, et maintenant, on est à une cohorte de près de 2000 enfants. Et donc, on suit ces enfants qui ont initialement eu la forme, on va dire, pré-Kaftrio, qui s'appelait Orkambi, qui était beaucoup moins efficace, qui était essentiellement pour les patients homozygotes, delta F508, qui avaient deux variants, et puis Kaftrio, pour élargir aux patients qui avaient un seul variant. Il suffit d'avoir une seule mutation sur les deux delta F508 pour répondre. Donc, ici, par exemple, du coup, il y a deux cohortes. Une cohorte homozygote qui a eu de l'Orkambi pendant quelques années, en jaune ici, et puis une cohorte qui s'appelle, qu'on va appeler switch, parce qu'ils sont switchés d'Orkambi à Kaftrio, et puis une cohorte dite naïve, c'est les patients qui n'étaient pas homozygotes, qui n'ont pas eu Orkambi, et qui ont du coup eu Kaftrio lorsqu'on a eu la MM de Kaftrio selon l'âge. Donc vous voyez par exemple le test de la sueur. Ici, c'est le test de la sueur au diagnostic. À 3 semaines de vie, ce sont des patients qui ont été dépistés. La même valeur, du coup, de l'ordre de 100, jusqu'à début d'Orkambi chez les patients homozygotes. Ça diminue un tout petit peu, mais vous voyez clairement que la mise sous Kaftrio normalise pour plus de 60% des patients en dessous de 40 ou 30 millimoles par litre le test de la sueur. Donc il y a clairement un bénéfice. Ces patients prennent beaucoup moins de sel pendant l'été, par exemple. Enfin, en tout cas, il y a un effet clair sur le test de la sueur. Mais le test de la sueur, ça n'est pas clinique. Lorsqu'on regarde maintenant l'évolution du VEMS, ici, c'est le VEMS qui est suivi dans le registre sur la cohorte des enfants de 6 à 18 ans. Et ici, ça c'est l'introduction d'Orkambi, c'est l'introduction de Kaftrio. Et vous voyez ici, on est 5 ans avant. Vous voyez que le VEMS se dégrade doucement, lentement mais sûrement, que l'introduction d'Orkambi stabilise les choses. Ceux qui n'étaient pas homozygotes, qui n'ont pas eu Orkambi, continuent à se dégrader. Mais dès le premier mois, l'introduction de Kaftrio permet de rattraper la fonction respiratoire que les patients avaient 5 ans auparavant. Ils gagnent entre 10 et 15% de VEMS et ça va se maintenir pendant l'année, les 2 ans ou les 3 ans de suivi qu'on a actuellement. Donc c'est un rattrapage, on revient aux fonctions respiratoires qu'on avait avant et avec un effet seuil qui est de 100%. On ne voit pas très bien si on pourrait gagner au-dessus. Donc, c'est véritablement une normalisation des fonctions respiratoires chez ces enfants d'âge scolaire et adolescents. Même profil pour la capacité vitale. On voit l'effet d'Orkambi stabilisation et l'effet de Kaftrio. Et aussi pour une valeur qu'on utilise peu encore parce qu'elle est réputée variable, le DEM 25-75, où on voit là aussi un gain qui montre que les voies distales sont désobstruées. Comme l'a dit Rola, elle vous a introduit la clairance de l'azote, qui est un critère d'homogénéité ventilatoire. Elle est élevée,
Ça veut dire qu'il y a des voies, il y a des zones qui sont moins bien ventilées et elle diminue, elle a tendance à se normaliser, mais sans toutefois revenir aux valeurs normales. Donc on voit qu'à 6 mois, on a effectivement une meilleure homogénéité ventilatoire et donc ce qui montre très certainement qu'on a des voies distales qui sont débouchées. C'est associé avec une diminution des exacerbations bronchiques. Ici, vous voyez clairement l'effet du CAF trio. Ça, c'est voilà, des patients en 0 exacerbation, 1, 2 à 3 ou 4. Ici, c'est des patients au moment du confinement, donc vous voyez l'effet du confinement, mais clairement, l'effet de CAF trio diminue les exacerbations et c'est associé avec un certain nombre d'observations d'éradication de pyocyanite ou de germes multirésistants gram-négatifs comme alcaligénèse. Donc, il y a un effet anti-infectieux clair. Il y a aussi un bénéfice nutritionnel avec un gain en poids dans toutes les cohortes, rien en taille en termes de Z-score. Mais surtout, quand on regarde de plus près, c'est effectivement pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est dû, et on sait, des améliorations à l'amélioration du drainage du mucus. Donc là, je vous montre un scanner impressionnant avec des dilatations des bronches diffuses, périphériques et centrales, un gainé, pleine de mucus ici, mais aussi gainé d'inflammation avec des atelectasies. Et vous voyez que 6 mois après, les bronches se sont vidées. Il reste encore un tout petit peu de mucus, mais clairement, il y a une amélioration drastique. Donc, comme les patients pédiatriques, en particulier les 6-12 ans, sont évidemment beaucoup moins sévères, on a pris le parti maintenant de faire un scanner en low dose, c'est équivalent de 4 à 6 radiothoraciques en termes d'irradiation, à 1 an de traitement, puis ensuite tous les 2 ans, dans toute la cohorte française, avec un protocole qui est maintenant standardisé et qui nous permet d'analyser les scanners pulmonaires en intelligence artificielle. Et comme il a été dit dans l'excellent topo, effectivement, précédent, on analyse le rapport artère-bronche pour essayer de voir ce que ça fait en termes de vidange du mucus et dilatation des voies aériennes et aussi épaisseur du mur bronchique qui est un critère d'inflammation. Eh bien, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que d'abord, premièrement, on élimine complètement le mucus dans la plupart, les impactions mucoïdes dans la plupart des scanners. Donc là, maintenant, on est à peu près à 1000 scanners évalués. On diminue drastiquement l'épaississement des parois bronchiques. Ici, vous voyez comment se répartit le rapport, un mur bronchique sur artère. Vous voyez clairement qu'il y a une tendance à la diminution. Et puis surtout, ce qu'on est en train d'explorer, c'est qu'on a l'impression qu'on améliore ce qu'on appelle les dilatations bronchiques, on va dire, c'est-à-dire que finalement, ce qui se passe en termes de correction du milieu intérieur, c'est-à-dire la vidange du mucus, l'amélioration de l'inflammation et de l'infection, peut-être est associée avec un début de processus de réparation des bronches, qu'on arrive non seulement à stopper l'évolution, mais peut-être qu'on arriverait à la réverser. Alors, ça, c'est l'atteinte respiratoire. D'autres atteintes sont améliorées, et en particulier l'atteinte hépatique. Et ici, c'est Namaoui qui a fait un stage de 1 an au CRCM à Necker, qui est là, qui va se spécialiser en pneumopédiatrie et qui a regardé la cohorte française avec l'atteinte hépatique, qui a montré que ces molécules n'étaient pas toxiques pour le plan hépatique, c'est surtout qu'elles amélioraient l'atteinte hépatique parce que les patients qui avaient une cholangiopathie semblaient normaliser leur gamma GT si elles étaient élevées. Donc, finalement, on est à l'ère de la médecine de précision et on a vu que la meilleure compréhension des mutations est associée avec une vraie révolution thérapeutique en termes de pronostic très certainement, mais on est maintenant en train d'ouvrir aussi la médecine personnalisée, et ça, c'est grâce à des travaux de laboratoire qui sont évalués à partir de simples frottis nasales. On peut reconstituer la muqueuse respiratoire des patients et évaluer si l'application de
molécules comme Kaftrio pourraient améliorer, restaurer l'activité de CFTR qu'on sait mesurer en termes de flux de chlorure, tout simplement. On va mesurer l'activité de CFTR sur ces muqueuses reconstituées. Et ça a permis ces 2 dernières années, premièrement, d'élargir les indications des génotypes qui peuvent répondre à ces molécules, Kaftrio ou Ivacaftor. Et ici, par exemple, je voudrais citer le cas d'Ashraf, qui est un patient marocain qui est venu s'installer en France, qui n'était pas du tout le delta F508 homozygote, qui avait cette mutation. Et on a pu montrer qu'on avait un bénéfice du Kaftrio sur sa muqueuse nasale. Et il a été mis sous Kaftrio, il a gagné 40% de VEMS, il avait des hémoptysies, il a arrêté de saigner, il a éradiqué pyocyanite dans ses sécrétions bronchiques, et il va remarquablement bien sur le plan respiratoire à 1 an de traitement de Kaftrio. Donc, c'est des vrais succès. On élargit les mutations qui peuvent répondre, et surtout maintenant, on est en train de se rendre compte que l'évaluation au laboratoire sur cette muqueuse nasale peut permettre la réponse clinique. Ici, c'est le travail de Yasmine Tabache, une autre jeune étudiante marocaine qui se destine à la pneumopédiatrie, qui a fait 3 mois de stage à Necker et qui a repris les données du coup d'évaluation de l'activité de CFTR sous Kaftrio. Donc voilà, on récupère dans la muqueuse nasale entre 10 et 40% de fonction de CFTR et le gain respiratoire qu'avaient les patients qui ont été traités. Et on voit très bien que lorsqu'on récupère 10% de fonction CFTR dans la muqueuse nasale des patients, on va au moins gagner 10% de fonction respiratoire. Lorsqu'on en récupère 20%, on va au moins gagner 20% de fonction respiratoire. Donc, ces tests-là nous permettent d'avoir une approche de médecine personnalisée et maintenant de faire confiance et de pouvoir choisir les meilleures molécules pour les patients. Ici, c'est encore les tests qui ont été faits chez Ashraf. Ici, c'est là, vous voyez, cette augmentation, c'est vraiment le signe de la fonction de la protéine CFTR. Ici, vous voyez, Kaftrio en bleu, c'est efficace, mais bon, voilà, ici, une autre molécule qui n'est pas encore sur le marché, et si elle arrive sur le marché, très clairement, elle va être beaucoup plus efficace pour Ashraf. Donc, c'est là où on est maintenant au bord de la médecine personnalisée dans la mucoviscidose. Alors, je voudrais juste terminer, parce que je pense que j'ai dépassé mon temps, juste pour dire 2 choses. C'est que, en fait, 84 000 patients devraient avoir accès aux modulateurs dans le monde, mais il n'y en a que 20 000 qui sont véritablement traités dans les pays développés. Et c'est pour ça que, face à cette inégalité d'accès aux soins, on est allé regarder ce qui se passait en Europe avec le registre de patients. C'est 70 000 patients et qui peuvent être classés selon les différents niveaux socio-économiques. Et ici, en jaune, un certain nombre de pays qui ont un niveau socio-économique qui s'approche de celui du Maroc, ici en vert, moyen, et ici en bleu, haut niveau socio-économique. Alors, ce qui a été fait sur les 10 dernières années, vous voyez en termes de survie, ici en pointillé, il y a 10 ans, ici maintenant, que en fait, dans les bas niveaux socio-économiques, la survie des patients s'améliore. Mais ça n'a rien à voir avec les patients de moyen ou haut niveau socio-économique. Donc, pour essayer de comprendre les conditions de la survie, on est allé regarder et on a fait une analyse statistique et on a vu qu'il y avait 4 vraiment facteurs très importants. D'une part, le fait d'avoir qui conditionne la survie, le fait d'avoir une infection chronique à pyocyanite, la dénutrition, un poids à -2 Z-score, un diagnostic tardif après 1 an et évidemment l'absence de modulateur. C'est associé à une survie supérieure à celle du Maroc qui est en moyenne de 23 ans en Europe. Mais si on restaure la nutrition, on gagne plus de 20 ans. La survie augmente à 47 ans. Si en plus les patients n'ont pas d'infection à Pseudomonas aeruginosa, on arrive à 58 ans. Et si on met en plus des modulateurs, on est à 78 ans, c'est-à-dire à une survie proche de la normale. Mais simplement, ce que je voudrais vous dire, vous faire remarquer, c'est que le bon contrôle nutritionnel et l'absence d'infection, c'est véritablement un gain majeur de 30 ans. Et ça, c'est véritablement à la portée. À la portée du Maroc, qui est donc
prédit comme ayant une prévalence la plus importante dans le monde en termes de mucoviscidose. S'il vous plaît, vous avez largement dépassé le temps. Si vous pouvez conclure. Et donc, pour faire j'ai deux choses à proposer. Donc, il faut faire absolument le diagnostic de la mucoviscidose qui est très sous-estimé au Maroc. Donc, certainement, effectivement, en utilisant d'autres alternatives que le test de la sueur. Ici, je pourrais vous parler de l'évaporimétrie, qui est un test très fiable et très peu coûteux, à la différence du test de la sueur. Et puis des objectifs de prise en charge qui pourraient être extrêmement simples. Le génotypage peut être pris en charge dans le cadre du programme européen. On peut mettre en place des réunions multidisciplinaires franco-marocaines, comme on l'avait fait avec Amal, de façon très régulière pour discuter de dossiers. Des jeunes médecins marocains qui peuvent se former dans les CRCM pour avoir cette approche multidisciplinaire qui est mise en place en France. Et surtout, maintenant, la mise en place d'un registre de la mucoviscidose qui va être soutenu avec le registre européen dont je fais partie pour essayer de lister et du coup d'avoir la possibilité d'accès aux nouvelles thérapies pour les patients marocains. Et voilà, je m'excuse d'avoir dépassé mon temps. Merci beaucoup.